qui, en une semaine, m'a trouvé un permis B. J'ai considéré que j'avais une dette du temps de Schwarzenegger. J'ai considéré que j'avais une dette morale, et pour moi, cette dette morale était de répondre par des projets généreux et joyeux. En Suisse, on ne comprenait pas bien pourquoi je pensais comme ça. Les gens étaient sûrs que je voulais être élue et avoir le nom d'une rue. C'est chez Stéphane que j'ai rencontré Michel Ray, avec qui j'ai fondé l'entreprise Ray et Vichet. Bernard, je te donne la parole. Merci Gisèle pour cette introduction. Personnellement, maintenant, qu'est-ce que ça représente? C'est la vie d'une entreprise, en fait. Si Gisèle gère le théâtre comme une entreprise, c'est un cycle normal. 20 ans, c'est 3 fois 7, donc c'est très symbolique. 7 ans d'époque pionnier. Plus fort? Un peu plus fort? Un peu plus fort. Encore un peu plus? C'est bon? C'est bon. Voilà. Des ajustements. Hein. Alors, les 7 premières années, c'est l'époque pionnier, et puis après, suit l'époque de l'organisation, cette année, et après, de nouveau cette année, c'est l'époque de l'intégration. C'est un cycle qui s'applique pratiquement pour tout. Et en l'occurrence, Gisèle, eh bien, maintenant, après 20 ans, je pense qu'il y a un autre cycle, c'est le cycle de la maturité. Donc, c'est maintenant le moment de réfléchir sur ce que c'est le futur, et puis je te souhaite bonne chance pour le reste. Hein. Alors, je vais vous présenter un petit peu. J'ai structuré, au fond, ma présentation sur 3... Ça va maintenant? Oui. Sur 3 points. Le premier, en fait, quand il y a un projet de cette importance, parce que c'est quand même un projet de 17 hectares, il y a toujours un avant et un après. Donc, je vais vous expliquer l'avant, la faille en gros, et après le processus qui était enclenché, c'est-à-dire mon développement personnel en partant de la faille. Alors, j'ai commencé par un peu la fusion entre la construction, l'art et l'architecture. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que l'architecture n'était pas seulement à considérer comme de la cosmétique. Il faut construire et il faut une intervention artistique. Dans ce sens, j'ai toujours essayé de concilier en fait les deux et intervenir. Pour moi, c'était important parce que l'architecture, c'est quand même quelque chose parfois un petit peu d'austère. Donc, il fallait apporter une certaine âme, et là, en fait, c'est ce qui nous apporte en principe. Alors, je commence par ça. Ici, en fait, c'était le premier projet dont Gisèle a parlé, du théâtre, qui se trouvait ici, à côté de la grange, qui est devenue maintenant un restaurant mexicain. Donc, mais c'était quand même déjà prévu pour être un restaurant. Alors, les accents qui déclenchent le projet de la faille du théâtre, eh bien, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Et maintenant, je vais le développer. Alors, tout a commencé en 1982 par le centre artisanal de la rue Pierre-Herny. Alors, pourquoi la rue Pierre-Herny? Tout simplement, comme Gisèle évoquait tout à l'heure, le mont à Trévaux. Et j'étais le voisin d'ailleurs chez sa fille qui est là ce soir, je crois. Bonsoir. Et au fond, c'est tout simplement parce qu'avec Pierrot Dumont, comme on l'appelait, on partageait souvent le soir, comme ça, bien tard, des réflexions sur le développement de l'artisanat. Et lui, il était très près du peuple, il était député Armailly. Hein. Et puis, au fond, j'ai tenu à ce que cette rue s'appelle Pierre-Herny, tout simplement pour évoquer sa mémoire. Alors, c'était la première fois qu'au fond se créait ce qu'on appelle un centre artisanal, réunir des artisans sur un même lieu. Et puis, là, il y a quelque chose. Non? Oui, ça a lâché. Ça a lâché. C'est pas bon. Alors, je vais essayer. C'est silencieux, ça.
C'est bon. Alors, au fond, ce que je voulais, c'était développer l'esprit de l'artisan, que les gens respectent le travail et puis ça va. Les mauvaises ondes. Alors, et comme ça va. Bon. Alors, on fait comme ça en attendant. Plus fort. Plus fort. Alors, il est où le technicien? Ah, d'accord. Ah, c'est là. Parle un tout petit peu plus fort, Bernard, et ça va marcher. Ça va marcher. Oui, ouais. Alors, si vous voulez, ce que je voulais, c'est qu'au fond, que les artisans se réunissent, qu'ils C'est génial. C'était prévu, là. Ça, c'est exprès. Hein. Ah oui, c'est fait exprès. Ça. On a répété cet après-midi. Alors, au fond, ce que je voulais, c'est revaloriser les métiers manuels. Et puis, au fond, stimuler les jeunes pour qu'ils s'intéressent justement à ces métiers. Et j'avais fait un concept, justement, qui soit un peu attractif, juste au bord d'autoroute. Alors, j'étais un des premiers habitants de la zone industrielle de Givisiez. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Et puis, j'avais choisi ce terrain tout simplement parce qu'il était au bord de l'autoroute. Et je me disais, au fond, comme ça, non seulement c'est une vitrine, mais en plus, au fond, le fait de créer une nouvelle architecture, parce que vous voyez, par exemple, ici au centre, les gens pouvaient pénétrer et voir à droite et à gauche un petit peu ce qui se produisait. Va voir ton papa travailler. En fait, c'était ça le principe. Et donc, une volonté de valoriser les métiers manuels et l'artisanat en général. Donc, la rue Pierre-Hervy. Alors, c'est moi un peu plus jeune, bien sûr, à côté. Et au fond, ce que vous voyez sur la gauche, c'est en fait une invention qui est la mienne et qui a fait florès sur toutes les zones industrielles, pratiquement en Europe pendant pratiquement 7 ans. C'était une nouveauté. Et au fond, comme je voulais rendre les zones industrielles attractives, c'est grâce à ce procédé et cette technique que nous avons pu développer ce produit un peu dans toute l'Europe. Donc, le centre artisanal de Givisiez. Ici, c'est la réception du prix d'architecture, puisque ce projet a été primé comme une des 10 meilleures réalisations européennes. Et nous étions 5 architectes à l'époque pour recevoir ce prix. Alors, je passe sans transition sur la Gruyère, parce que... Voilà, donc vous reconnaissez peut-être l'immeuble de la rue Tissot, l'ancien musée de la ville de Bulle, et qui a été sauvé grâce à l'intervention d'artistes qui voulaient éviter la démolition. Donc moi, je passais par là et j'ai vu cet immeuble, et il m'a plu, je l'ai visité et je l'ai acheté. Donc c'était vite fait. Voilà. Super. Super. Alors, cette rénovation a été faite aussi avec l'aval quand même des autorités, parce que j'ai dit, voilà, il y a urgence, l'immeuble est en très mauvais état, donc laissez-moi construire et je déposerai les plans après. C'est commun, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'était quand même un immeuble qui revêtait un intérêt très très particulier dans la ville, et politiquement, c'était pas bien, parce qu'en plus, ils avaient autorisé la démolition, donc cet immeuble devait être démoli. Et au fond, si vous voulez, l'attractivité de cet immeuble, c'est qu'il y avait un programme déjà d'un petit quartier à l'intérieur. Il y avait une brasserie, des commerces, une salle de théâtre, une salle à l'italienne, qui était en fait la salle de bal de l'hôtel de l'époque, qui était après transformée en musée de la ville, et puis des appartements. Donc il y avait déjà une amorce de programme qui me plaisait beaucoup. Alors, au fond, juste à côté, je voulais construire un hôtel. Alors, pourquoi est-ce que je voulais construire un hôtel? Parce que j'ai écrit un mémoire qui s'appelait Tourisme, Industrie et Culture. Je voulais lier en fait l'ensemble et j'ai présenté ça à la commune de Bulle en leur évoquant mes intentions. Quand j'ai présenté les plans,
J'ai eu à peu près 150 oppositions. Alors vous me direz, c'est commun. Et au fond, j'étais un peu déçu parce que je considérais quand même qu'après avoir fait ce travail de fond, voilà, la brasserie telle qu'elle a été restituée à l'époque, et puis on a essayé de conserver en fait l'esprit de la belle époque. 1900, c'était la belle époque, des grandes baies vitrées, de la lumière, de l'espace, enfin tout ce dont on a envie d'avoir. Et au fond, j'ai reconstitué tout ça. Alors, l'intervention de l'art, vous le voyez ici, avec deux artistes grégoriens. Sur la gauche, c'est Baroncelli, et à côté, Jacques César, qui est ici présent d'ailleurs. Et Jacques César, ça a été la première fois que nous le rencontrions, et ça a été après un parcours que nous avons fait en commun de l'introduction de l'art dans l'architecture, vous le verrez dans un autre exemple par la suite. Ça, c'était la salle de bal. Et donc, c'était quand même... on l'a rénové. Et ici, c'est l'inauguration, la fête. Ce qui était intéressant dans ce lieu, ce n'était pas simplement le fait de restaurer un bâtiment historique, mais c'était surtout d'y apporter une âme. Et l'âme a été portée par ce personnage, là, M. Tétard, Bernard Tétard. Je crois que maintenant, il est à la Croix-Rouge, c'est comme ça. Oui. Ouais. Et c'était un personnage très animé, qui avait beaucoup d'illusions. Et en fait, la brasserie du Moderne était devenue un lieu un peu emblématique, puisque le vendredi soir et le samedi soir, il y avait des concerts de jazz, enfin, c'était la fête. Et occasionnellement, nous exploitions la salle de spectacle pour la danse, pour le théâtre, et ça c'était fait de façon naturelle. C'est-à-dire les gens venaient, ils me disaient, Monsieur Vichy, est-ce que je pourrais avoir la salle? Et puis bien sûr, tout à fait. Alors on avait droit le soir à des concerts, le soir à du théâtre, et c'était évidemment... J'habitais dans l'immeuble également, j'y ai habité quand il était en construction, dans la poussière, je voulais vivre la bête à l'intérieur. Et au fond, j'étais très content quand même d'avoir la participation de ce personnage qui a apporté le supplément d'âme que j'ai toujours considéré qu'il fallait animer les choses. Parce qu'on peut construire, c'était le débat que nous avions avec Gisèle à l'époque, on peut construire un beau théâtre, mais à quoi ça sert s'il n'y a pas une troupe? C'est quand même fondamental. Et ça, c'est tout le débat de l'architecture. L'architecture, il faut d'abord des habitants, et puis plutôt que la forme, projeter le fond. Et ça, c'était le cas dans le cadre du moderne. Voilà, alors c'était un petit peu les articles après l'inauguration, donc les gens revivaient, il y avait quelque chose qui se produisait, et c'était évidemment très attractif pour la ville. Alors, au même moment, vous voyez, je passe de l'industrie à la rénovation, et là je repars à l'industrie. Donc ça c'est en quelque sorte la même chose faite dans la zone industrielle du Blanchie, à l'époque où il n'y avait pas grand monde, et c'était aussi une façon de dynamiser l'industrie dans le canton. Et c'était la première fois que l'on introduisait dans une zone industrielle un éditeur musical. Donc les éditions BIM, menées par Jean-Pierre Maté, et on m'a autorisé, évidemment, après maintes démarches. Et juste sur la droite, ce que vous voyez, en fait, c'est mes cadeaux aux propriétaires. Ça, c'est quand je faisais mes académies de peinture, c'est la métamorphose de Narcisse, de Dali. Un peu plus bas, c'est la pêche miraculeuse de Hundertwasser, que j'ai également copié. Et puis, c'était un tableau de 5 mètres de long sur 2,50 mètres de haut. Et sur la droite, c'est une composition qui est la mienne. C'était un hommage à l'opéra avec la chanteuse britannique John Sutherland. Donc, il y avait quand même l'intérêt. Alors, le mémoire sur le tourisme, l'industrie et la culture, ça a été un peu mon fil rouge en permanence. Là, avec Jean-Pierre Maté, on a décidé, puisque lui il était dans le monde de la musique,
de créer une fondation, la Fondation Scène Musicale, pour promouvoir dans le canton de Fribourg, qui est un canton de tradition quand même de la chanson, des chansons populaires. Et lui, il voulait un auditorium, construire un auditorium. Alors, nous avions eu la caution de Armin Jordan, nous avons été auprès de la Fondation Eastman Kodak aux États-Unis pour avoir une école de musique de 300 élèves en permanence à Bulle. Et je reviens en arrière. Et au fond, j'ai de nouveau exposé mon projet, mis à l'enquête, et j'ai eu des oppositions. Vous en seriez douté. Mais en fait, là, c'est d'un autre genre. Ce n'était pas la population, c'était la commune. En fait, ils me reprochaient de ne pas avoir ces parkings, et puis ils ne savaient pas très bien comment ça c'était en fait pour eux un pataquès. Ils ne savaient pas très bien comment aborder le problème. Et moi, j'avais l'aval d'une sponsor des semaines musicales de Lucerne, Madame Schwery, qui donne annuellement quand même 2 millions aux scènes musicales de Lucerne. Et elle était enchantée avec le projet, elle aurait aimé. Mais bon, c'est une affaire qui ne s'est pas réalisée. Alors, pour le bonheur de la faille et puis le théâtre dans lequel nous sommes ce soir, ici, en fait, avec Jacques César, nous avons réalisé un centre de bricolage à Genève où, justement, le thème, c'était l'art dans l'architecture. Enfin, c'était un grand bâtiment très ludique, vous voyez. Donc, ici, c'était un peu le pompon du marin, avec le maillot du marin, les vagues. En fait, il y avait tout ce côté ludique. Et c'était une approche un peu particulière quand même de la cosmétique d'une façade. Hein, c'était pas très commun. Mais en fait, le maître de l'ouvrage a accepté le projet, il était enchanté. Et par la suite, il m'a demandé d'intervenir à l'intérieur. C'est là que j'ai fait appel à Jacques César et à Michel Perriard. Nous avons concouru contre 2 ou 3 bureaux d'architecture d'intérieur et nous avons gagné. Donc ça s'est transformé, voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. La vague, les hublots, le pompon du marin, c'est quand même, faut se faire plaisir. Ça c'est les vitraux de Jacques César à l'entrée, hein. Une œuvre remarquable. Et il faut dire que nous avions là un rapport avec le maître de l'ouvrage parce que, en fait, les choses ne se font jamais toutes seules. Vous avez beau avoir des bonnes idées, si vous n'avez pas un maître de l'ouvrage qui est compétent, eh bien, c'est avant tout lui qui est en fait la pièce principale. Et vous, vous êtes l'acteur, vous devez interpréter ses rêves. Donc, il faut avoir quand même une certaine notion d'humilité. Voilà de nouveau les mosaïques au sol de Jacques César, et puis l'escalier qui était une forme de toboggan. Alors, ce qu'on voulait presque, mais bon, ça après des questions de sécurité, c'est qu'on voulait vraiment mettre un toboggan juste à côté, et puis les gamins, ils descendent et puis paf, ils tombent dans l'eau en bas. Quand même, là, il ne fallait pas trop exagérer, vous savez. Des fois, il faut proposer l'extrême pour avoir juste un petit bout. Alors, l'action, le quartier de la Faille et le théâtre. Donc, tous ces préambules m'ont amené tout à coup à développer un quartier. Je me disais, au fond, l'habitat, je voulais réaliser un quartier dans lequel l'habitat soit conçu de manière industrielle et que les personnes qui sont les propriétaires participent à la construction. D'ailleurs, cette idée, vous allez voir, je la continuerai par la suite. Et donc, il fallait que ça soit fait dans un cadre. Alors, la zone industrielle était parfaite, puisque ce ne sont que des zones industrielles. Donc, les matériaux que je voulais employer, c'était du métal. Ça donnait une transition quand même. Ce n'était pas quelque chose d'anachronique. Donc, je pouvais développer ça. J'ai cherché un terrain. C'est ce terrain que vous voyez. En fait, c'est tout le quartier que vous connaissez, probablement. Hein, il y a la ferme qui est ici et le bâtiment qui est là. Et à l'époque, j'ai demandé à la commune s'il y avait des possibilités. Elle m'a dit oui, c'est ce quartier-là. Et c'est là qu'a commencé en fait l'idée, la synthèse en fait de ce que je vous expliquais avant. Un quartier dans lequel il y ait une convivialité, qu'il y ait des commerces, des loisirs,
de la formation, une école, des artisans, enfin tout. C'était au fond le début des écoquartiers. Aujourd'hui, on parle des écoquartiers, en Allemagne surtout, et le principe c'était ça, éviter que les gens aient en permanence, éviter les mouvements pendulaires de la ville vers la campagne, et que les personnes, les habitants, aillent pratiquement en vélo à leur lieu de travail. Alors ce que vous voyez ici, ça c'est des esquisses à main levée que j'ai faites, c'est le théâtre, oui, l'actuel théâtre, ça c'était le projet du théâtre, l'auberge, et là c'était un centre commercial qui s'est transformé en des espèces de blocs. En fait c'est la partie la plus dégradée, je veux dire, du projet. Parce que de droite à gauche, ça ne fonctionne pas. Et de droite, non, de là à droite, oui, ça fonctionne. Je veux dire, dans l'esprit. Voilà un peu le projet dans son ampleur. Donc il y avait un principe, c'était qu'il fallait garder cette pénétrante qui était le tir fédéral de 1900 et quelques, puisque la rue s'appelle la rue du tir fédéral, tout simplement à cause de cet espace où les gens allaient tirer sur les cibles. Et là, c'est là où on a fait en fait cette intervention aujourd'hui. Puis apparemment, ils sont en train de construire un motel, ce qui est très bien, parce que ça fait partie aussi des zones d'accueil, mais peut-être pas avec un très bon esprit. Là, le projet, dans son esprit du départ, alors ce bâtiment dans lequel nous sommes, cette petite chose qui se balade, c'est le B4. Ici, nous avions toute la rangée des artisans. Là, les habitations, les maisons d'habitation avec un patio intérieur, parce que je pressentais déjà qu'on aurait recours avec le temps à l'énergie solaire. Donc, je me disais, on va faire une conception déjà qui, au départ, soit favorable pour toutes les économies d'énergie, puis par la suite, quand la technologie aura évolué, alors on posera les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques que nous avons aujourd'hui et qui ont évolué évidemment. Ça, c'était le centre, ici, le centre de quartier, avec l'école, n'est-ce pas, et de nouveau des habitats, des logements. Et ici, derrière, également des logements. Ça a été relativement respecté, puisque c'est la même physionomie, simplement les matériaux qui ont été utilisés n'étaient pas, et bien sûr, on ne peut pas reprocher parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Alors, je voulais construire ces maisons en kit, et je me disais comment faire. J'ai fait des appels d'offres. À l'époque, c'était extrêmement difficile de trouver des gens qui soient compétents pour me rendre ce service. Donc, j'ai stocké un peu l'idée en disant voyons voir, faisons. Et il y avait un élément supplémentaire qui s'était ajouté à cela, c'est qu'à l'époque, nous avions les taux d'intérêt à 3 ou 4%, et les banques nous ont fait la gratitude de les augmenter à 8. Alors, à l'époque, on faisait payer les propriétaires, maintenant on fait payer l'État. Mais ça, il y a 20 ans qui se sont écoulés entre deux. Donc, mais à la fin du compte, c'est toujours les mêmes qui payent. Alors, ici, ça c'est la vue d'un atelier, n'est-ce pas? Et avec des grandes verrières. Et sur ces grandes verrières, avec le temps, nous aurions posé des cellules photovoltaïques. C'était un projet de maison en kit. Donc, pour aussi abaisser les coûts, pour donner une nouvelle dimension à un quartier périphérique, et puis que ce ne soit pas, comme vous l'avez pu constater par exemple en France, ces zones périphériques, c'est désastreux, parce que vous avez des beaux centres magnifiquement restaurés, historiques, et puis tout autour, vous avez une ceinture, parce que en fait, le plaisir, c'est avant, pendant et après. Si avant d'aller quelque part, vous avez déjà une atmosphère complètement dégradée, c'est sûr que vous avez un mauvais sentiment. Là, c'était les plans de l'époque, avec ici les ateliers, les habitats, et puis il faut savoir quand même que ce bâtiment a été pour moi aussi une source d'expérience. C'était la première fois qu'on posait des tôles micro-perforées devant les fenêtres. Alors chez certains, ça a évoqué des cellules de prisonniers, et puis d'autres, non, ils y voyaient quand même un aspect pratique. Et dans mon cas, je voulais simplement supprimer un peu les effets
des fenêtres qui sont toujours un élément un peu difficile à traiter en architecture. Voilà. J'ai construit parce qu'à ce moment-là, quand j'ai dit stop avec le quartier, je me suis dit, voyons, il faut absolument continuer le deuxième projet. Alors le deuxième projet, c'était de construire une usine pour construire des usines et de l'habitat. Alors j'ai rencontré le conseiller d'État en charge à l'époque, M. Pité. J'ai exposé mon projet, écoutez, voilà, je souhaiterais faire ceci, une usine pour construire des usines, pour que les coûts soient moindres, et puis en fait, que la propriété devienne accessible. Alors, M. Pité m'a dit, écoutez, il m'a entendu avec beaucoup d'intérêt, et il m'a dit, écoutez, on n'a pas les moyens. Alors on n'a pas de capital risque qui vous permettrait, si vous voulez, de développer vos idées. Nous n'avons pas les moyens, tout simplement. Et il m'a remercié pour tout ce que j'avais fait pour le canton. J'étais très heureux d'ailleurs. Alors ça, c'est les bâtiments en coque. C'était les derniers bâtiments avant mon départ. Je voulais montrer qu'on pouvait construire des bâtiments en coque. Alors qu'est-ce que c'est? Ça paraît curieux, hein, ces formes ovoïdes. Mais tout simplement, la structure et la façade sont solidaires. Ça veut dire qu'à la limite, vous pouvez enlever un élément de façade, il y a tout qui tombe. C'était un exploit, je veux dire, technique, hein, et puis aussi une innovation. Et c'était aussi la première fois que l'on posait des vitrages comme ceci, ce qu'on appelle une façade rideau, dans un élément industriel, parce qu'on appelait ça l'élément noble à l'époque, et ça l'élément pauvre. Donc on faisait une association des deux, c'était une nouveauté. Voilà quelques détails, un petit peu. Ça, c'est un carnet de voyage que j'ai fait un voyage au Yémen, et vous verrez pourquoi je le montre. Et j'en ai profité pour m'intéresser à la construction en terre. Alors, le Yémen est extraordinaire parce qu'au fond, c'est que là, vous avez pratiquement des gratte-ciel en terre, hein, jusqu'à 7 à 8 niveaux. J'avais été très impressionné, et ça, c'est mes croquis, mes sketchs. Puisque je ne pouvais pas construire en Suisse cette usine pour construire des usines, j'ai fait appel à des Espagnols qui me courtisaient déjà depuis 2 ou 3 ans et qui m'avaient proposé de réaliser ça chez eux. Il m'a dit, les 10 millions, on les a, on fait l'effort, et puis vous venez chez nous et vous nous aidez. Alors, ça, c'est en fait la plus grande entreprise maintenant d'Espagne dans le domaine industriel. Ça, ce que vous voyez, c'est tout ce cercle, n'est-ce pas? Et là, c'est une autre usine que nous avons construite pour des panneaux sandwich. Enfin, je n'ai pas technicien, mais en fait, c'est des façades complètement composées. Je voulais ne sous-traiter absolument rien. Que je sois maître complètement du processus industriel et que tout soit sous ma main. Ça, c'était l'esprit pour abaisser les coûts, être plus performant et puis éviter les désagréments parfois des délais de livraison des sous-traitants. Donc, en 92, ici, je sais pas où la petite flèche. Voilà, donc ça c'est le premier bâtiment. Je vous parlais tout à l'heure des tôles perforées, micro-perforées devant les fenêtres. C'est en fait le moucharabier dans la culture un peu arabo-musulmane. Oui, plutôt, ouais, musulmane, arabo-andalouse. C'est une protection contre la lumière de l'extérieur, mais c'est aussi pour se cacher et voir en même temps. Donc il y a un côté, vous ne le voyez pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais vous voyez de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, en fait, c'est tous ces développements techniques qui étaient des premières à chaque fois, parce que personne n'était capable de créer cette vague, par exemple. Vous voyez, cette vague qui monte comme ça. Alors, elle a été profilée dans l'usine et on l'a déplacée. C'était tout un événement. Donc ça, c'est des débuts en Espagne. Vous voyez un peu la transparence, la lumière. Et c'était rendre les usines un peu attractives. En l'occurrence, ici, je n'avais pas la possibilité de faire un patio, alors je l'ai fait vers l'extérieur. Voilà. Ça, c'est un patio extérieur. Donc maintenant, il y a des bambous. Bon,
ça passe au-dessus. Et ça, c'était les photos de l'époque, au tout début. Là, c'était les manuels de montage, donc j'ai conçu les manuels de montage. Je voulais que les gens construisent eux-mêmes. Et puis, bâtiment type. Alors, il y a une dame qui a connu M. Jean Prouvé. Et puis, au fond, cette rue s'appelle Jean Prouvé. Ça, c'est son fils, Claude. Son fils, qui est venu à l'inauguration de l'usine en Espagne et qui était le témoin de mon parcours, parce qu'il considérait que j'étais un peu comme son père, que j'avais les mêmes préoccupations, un homme qui aimait l'artisanat, un homme qui s'occupait de l'art, et il voyait en moi, et sa mère d'ailleurs, donc l'épouse de Jean Prouvé également. J'ai bien connu la famille, et nous nous sommes suivis pendant de très nombreuses années. J'ai tenu à le montrer, comme ça vous voyez qui est le fils de Jean Prouvé. C'est un architecte et peintre. Et curieusement, il a toujours été un peu opprimé par la personnalité extrêmement forte de son père, comme c'est souvent le cas. Et c'était surtout une famille d'artistes. Et Victor Prouvé a été le chef de l'école de Nancy, dans l'école de l'Art Nouveau. Jean Prouvé était le constructeur et politique en même temps. Et lui, c'était l'artiste. Toujours, je reviens, je fais les parallèles avec les transformations, les rénovations. C'est un château en France qui est devenu un hôtel de charme, avec une dizaine de chambres, qui a beaucoup de succès. Et là, de nouveau, Jacques Cézanne qui est intervenu, qui a créé en fait l'envol des oies, la naissance des oies. Et c'était la première fois qu'une mosaïque de cette importance était réalisée. En plus, il y avait un petit exploit technique puisqu'elle a été réalisée à Bulle, dans des ateliers de marbrerie, et puis elle a été transportée. Ça représentait à peu près 2 tonnes, tout ça. Et on a mis du temps, et je crois que aussi pour composer la mosaïque dans les ateliers de Jacques, ça a pris pas mal de temps. En fait, ça comptait pas. L'important, c'était de réaliser. Vous voyez, on a une tangente un petit peu sur c'est la naissance des oies, puisque c'est dans les Landes, vous savez que le foie gras. Voilà. Là, introduit. Alors, c'est mon premier bâtiment en kit à l'exportation. Donc, j'ai construit cette usine en Espagne, et là, j'ai exporté pratiquement dans toute l'Amérique du Sud et la Grèce notamment. La Grèce, c'était avant les Jeux Olympiques et avant les événements d'aujourd'hui. Et il y avait un déplacement des usines de la ville vers l'extérieur. Le gouvernement voulait que les usines se déplacent vers l'extérieur. Et là, j'ai rencontré un personnage qui s'appelait Tryphon Lysimis. Ça, c'est la vue en fait frontale de l'usine. Et là aussi, quand je suis parti en Grèce, Gisèle m'a dit, avant de partir, lis le roman de Brochot. Oedipe sur la route, ça m'a passionné. Et chose que je ne savais pas, c'est que là où j'allais construire, c'était à Thèbes, juste à côté, du départ d'Oedipe, à 15 km exactement. Alors je me suis inspiré d'Oedipe. Alors je n'ai pas tous les croquis ici pour vous expliquer, mais ça c'est Oedipe, tout en noir, puisqu'il est aveugle, les bras ouverts vers son destin, et l'agora, en fait, qui est une treille en même temps. Alors, le département d'archéologie a classé cela comme un bâtiment historique, et ils ont trouvé des choses que je n'avais jamais remarquées. Ils ont trouvé des symboles, puisque je me suis beaucoup inspiré de la mythologie grecque. Ils ont trouvé des symboles que je ne voyais pas. Donc, c'est toujours important d'avoir des gens qui ont un regard sur ce que vous faites. Alors, ça, c'est quand je suis en train de peindre, donc j'ai créé 6 sketchs sur le départ d'Oedipe depuis Thèbes jusqu'à Athènes. Donc la première séquence en haut à droite, c'est Antigone qui poursuit son père, et sur la forteresse derrière, les remparts de Thèbes, c'est Éthéocle et Polynice, ses frères. En bas à gauche, ici, c'est Clyos qui est devenu bandit, mais qui était berger.
Alors, il dansait autour des feux, et puis l'autre berger, avec qui s'était lié d'amitié, mais qui était d'un clan opposé, qui jouait de la flûte. Sur la droite, c'est Oedipe qui sculpte dans la falaise la vague, la fameuse vague. D'ailleurs, dans le roman de Henri Beauchot, je crois que la couverture, c'est la vague de ce fameux graveur japonais. Ici, c'est en haut à gauche, c'est Oedipe qui dit au revoir, l'aveugle, au roi Thésée qui part vers le nord de la Grèce. À droite, c'est quand il guérit les pestiférés. Donc, je lui ai donné un bleu de méthylène, puisqu'on sait que le bleu de méthylène est curatif. Et puis, ici en bas, à gauche, en fait, c'est juste avant son entrée à Athènes, il est reçu à grands coups de cailloux. Donc, à la fin de son voyage, il est reçu à grands coups de cailloux. Et après, quand même, il est un peu protégé. Alors, cette vue d'ensemble que vous voyez, il y a des échafaudages encore. Donc, j'ai réalisé ces sketchs à l'intérieur de l'usine, pas dans les bureaux. Je voulais que ce soit les ouvriers qui en bénéficient. Alors ça, c'était également une nouveauté, parce qu'habituellement, c'est pas commun. Alors, à droite, c'est le propriétaire, Tryphon Byzimis, philosophe, musicien, caricaturiste, poète, et qui donnait des concerts de musique classique comme ça, et en étant industriel. Donc, c'est la preuve que la culture est partout. Et quand un industriel se met à la culture, et ça c'est moi à gauche en train de signer mon mur. La première exportation à Genève, donc je pars sur la Suisse. Alors, ce que vous voyez, c'est en partie réel et en partie faux. Parce que aujourd'hui, grâce à la technologie et à la 3 dimensions, vous pouvez faire des choses magnifiques. Alors, ceci n'existe pas, ceci existe. Et là, c'est mon premier bâtiment en kit à Genève, pour le groupe, un groupe de parfumeurs. Et c'était en fait le master plan. Et à partir de là, ils ont été tellement enchantés de notre collaboration que nous avons eu après un lien professionnel pendant pratiquement 12 ans. J'ai été le responsable de tout le développement du groupe sur l'ensemble de la planète. Et je devais garantir l'image corporative, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir une image unie dans tous les pays du monde. Donc c'était le début. Voilà. Donc c'était aussi ça, démontrer qu'on peut construire des bâtiments industriels et puis à chaque fois leur donner une certaine touche. Là, c'est le premier observatoire que j'ai construit au Chili. Ce que vous voyez un peu plus haut, c'était à l'époque le plus grand observatoire du monde. Il y avait un miroir de 8 mètres, et ce petit observatoire, c'est celui de l'Université de Genève, et même s'il est petit, c'est les premiers à avoir découvert des planètes. Donc la preuve que ce n'est pas nécessaire d'avoir un bel instrument, il faut simplement avoir un peu de chance. Et pour moi, ça a été mon premier contact avec les astrophysiciens. J'ai construit plusieurs observatoires astronomiques. Pas simplement en Chili, j'en ai construit aux îles Canaries, et ça a été un délice parce que j'étais avec des passionnés, et j'ai eu l'occasion, parce que pour observer depuis cet observatoire, il fallait attendre à peu près 2 ans. Et j'ai eu le privilège de pouvoir observer le cosmos, et croyez-moi que c'est beau. La Terre est belle, mais le cosmos aussi. Alors le Chili, un petit peu, c'était, vous voyez, c'est le désert d'Atacama. C'est quand même un des déserts les plus arides au monde, sinon le plus aride. Et si les installations des observatoires se font là-bas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière parasite. Dans l'observation astronomique, c'est très important. D'ailleurs, il y avait des tas de détails. On devait faire attention le soir que la chaleur de la nuit ne perturbe pas en fait, l'observation. Là, c'est en Espagne. En fait, ça, c'est un nouveau bâtiment et ça a été le départ pour moi d'une nouvelle aventure. C'est-à-dire, je n'étais pas simplement architecte ou constructeur, mais j'ai été le fabricant de meubles, le dessinateur des produits et je me suis improvisé dessinateur de porcelaine. C'est la plus grande fabrique de porcelaine en Europe
Et les produits étaient un peu obsolètes et j'ai travaillé. Nous avions les artisans sur place. Le serrurier était le serrurier de l'entreprise et les menuisiers étaient les menuisiers de l'entreprise. Donc on a fait tout ça en autarcie pratiquement. Là, c'est le galerie showroom, à peu près 3000 m², je crois. Ça, c'est un de mes petits clins d'œil. En fait, j'ai peint, enfin, j'ai illustré, j'ai appelé ça le coucou cosmique. Donc vous voyez les deux pendentifs du coucou, et puis de temps en temps, c'était un peu mes réminiscences de la Suisse. Donc j'ai voulu, en terre catalane, intégrer le coucou. Ça a toujours été un objet de curiosité pour moi. Et j'ai fait ça sur l'échelle du calendrier maya, parce que les mayas symbolisaient en fait les saisons par les couleurs. Alors en haut à gauche, c'est moi devant ma première sculpture. J'ai fait un clin d'œil à Dali, puisque c'était juste à côté de Figueras où il y a le musée de Dali. C'est l'Angélus de Millet, mais à ma façon. À ma façon, c'est-à-dire que vous voyez ces deux grands géants là, en acier inoxydable, et puis avec le vent, les deux bougent et se croisent. Donc je voulais créer comme un arbre de vie, et ça c'est au moment où on fait l'installation. Là en bas à gauche, c'est ma série Manhattan avant que les deux tours explosent, et ici à droite, c'est les catalogues et puis les nouveaux produits. Je suis le père en fait, du plateau carré qu'on attribue aux Japonais, mais en fait j'ai développé le support en bois, et ça a été la nouveauté. Et le succès, l'entreprise a fait un boom international. Elle était avant à la queue, et elle est devenue le chef de file de toute une génération de fabricants de porcelaine. Voilà, mes amis, des clients qui deviennent des amis, c'est important. Mon premier musée sur l'île de Minorque. Alors, j'avais acquis une certaine réputation, et un fabricant de céramique voulait créer un musée sur l'île de Minorque. Alors, j'ai symbolisé en fait la partie gauche que vous voyez comme ça un peu qui ressemble à du bois. Ça, c'est de l'acier Corten, l'acier oxydé. Et comme c'était le réceptacle de la céramique, donc l'argile, c'était la couleur de l'argile. Les gens d'ailleurs croyaient que c'était du bois. Et à droite, ce que vous voyez, c'est la porcelaine. Donc c'était du marbre blanc. Là, c'est les figurines. C'était un fabricant de figurines. Donc je les ai mises en évidence juste à l'entrée. Le patio intérieur, parce que pour moi, le patio est un lieu de vie très important. D'abord, il vous protège, il vous rassure. Et puis, même dans la philosophie chinoise, dans la philosophie arabo-andalouse, vous avez toujours la notion du patio. Les Romains, évidemment, l'ont eu bien avant, les Grecs, et c'est la meilleure façon de vivre. Donc, il y avait des senteurs, ça c'était au tout début. Les arbres, évidemment, sont bien plus hauts. Ce que je voulais, c'est que quand les gens rentrent à l'intérieur du musée, qu'ils aient des sensations. Donc, il y avait du jasmin, il y avait des bonnes odeurs, de la musique, et puis donc il y a une entrée en condition qui est importante. Je dis toujours qu'il y a avant, pendant et après dans le plaisir. Il y a toujours ces trois périodes. Donc pour moi, c'était aussi important de développer les sens à ce point de vue. En 1996, un de mes amis qui s'était installé à Cuba me dit Bernard, je suis en relation avec le ministre de la Culture et il aimerait avoir un consultant qui les aide sur la façon dont ils vont rénover. Alors je ne sais pas si vous connaissez la Havane, mais c'est inscrit au patrimoine de l'humanité. C'est une des plus belles villes puisque la Havane était extrêmement riche en 1930, pas simplement parce que les Américains et la mafia américaine étaient arrivés, mais aussi parce que il y avait des ressources importantes comme les cigares à l'époque, la canne à sucre, le rhum, et beaucoup de Catalans, beaucoup d'Espagnols partaient à l'aventure, on les appelait les Indiens d'ailleurs, puisque la notion des Indiens c'est les Caraïbes. Et là, je suis intervenu pendant 4 ans sur je ne sais pas combien, et j'ai vu les conditions de logement des gens. C'était
C'était une épreuve. Donc ça c'est devenu un hôtel. À l'époque, ils voulaient faire comme l'Espagne, c'est-à-dire créer des paradors, rétablir en fait le patrimoine, mais en donnant une activité. Et l'activité, c'était le tourisme. C'est ce qui se passe en Espagne. En Espagne, si vous avez l'occasion, faites les paradors, vous faites un tour magnifique et puis vous serez dans une atmosphère du 15e, du 16e, du 17e. Le conservateur, Silvio Leal Spengler, me dit, écoutez, nous avons reçu du gouvernement tchèque un planétarium en kit. Et puis on doit créer un planétarium et on veut le poser sur la Plaza de Armas, qui est la place la plus symbolique de La Havane et même, je dirais, de toute l'Amérique du Sud. Il m'a dit, faites-moi un projet. Comme c'est un ministre conservateur, je me suis dit, je ne vais pas refaire la même chose et reconstruire des bâtiments qui ressemblent à ce qui existe. Alors voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est le planétarium de La Havane et forcément, tout l'environnement est du XVe siècle. Alors imaginez tout à coup de créer cette espèce de Spoutnik, je ne sais pas comment il l'appelait d'ailleurs, mais ils ont été complètement séduits, ça m'a beaucoup étonné. Et pour la première fois dans ma carrière, les 20 architectes, parce que comme c'est toujours un gouvernement communiste, donc c'est collectif, et j'avais 20 architectes en face de moi. Quand ils ont vu le projet, ils m'ont applaudi. C'est rare dans la profession. Et puis, en fait, la symbolique était relativement forte parce que j'avais mis un prisme en haut et la décomposition de la couleur, quand on veut mesurer la distance des étoiles, c'est à travers du spectre de la couleur. Alors, je voulais répéter ce spectre de la couleur et éclairer un astrolabe qui se trouve sur la place des Armes et en même temps, une fois par semaine, être en relation directement depuis le Chili et envoyer les observations du cosmos, parce que dans l'hémisphère sud, les observations sont meilleures. Alors, donc j'avais établi tout ça, j'avais fait un magnifique projet. Ils m'ont donné le permis de construire, il n'y a pas eu d'opposition, dans les 3 jours qui suivaient. Donc la lettre il atteste est à la gauche, je l'ai mentionné quand même, alors le problème, c'était l'argent. Ça coûtait pas cher, mais ils avaient d'autres, et je les comprends d'ailleurs, parce que moi j'ai fait le projet, mais je me disais, il y a quand même d'autres priorités qu'un planétarium. Ils l'ont compris. Hein. Voilà un petit peu. Vous voyez le choc. Mais ça ne les a pas trop choqués. Ils auraient aimé. Là, c'est la plus grande bodega d'Espagne. C'est ma première approche avec la pierre. Revenant de Grèce, j'aimais beaucoup les appareillages byzantins. C'est-à-dire, on met des pierres, et puis tous les mètres, vous avez un filet de terre cuite, comme ça, et c'est ce que vous voyez, ces tranches horizontales, en fait, sont séparées par de la terre cuite. Et ça a été une approche mixer le métal avec la pierre. C'était une nouveauté. Et là aussi, ça a été très impactant. Donc, c'est à 15 km de l'usine de porcelaine. Et c'est devenu une attraction. Les gens font en fait la Costa Brava. Et puis après, ils passent voir l'usine de porcelaine et ils voient la bodega. Et ils ne savent pas qui est l'architecte. Ça, c'est le grand plaisir. Alors, vous voyez l'intégration de la nature, donc j'ai des gabions. Ce qu'on appelle des gabions, c'est des blocs de pierre qui sont serrés dans des fils de fer et qui créent des terrasses. Donc l'intégration des vignes, puisque c'est des commerces de vin, oui, des commerces de vin, donc il fallait la couleur, le soleil, donc la façade dorée, c'est le soleil, et puis la couleur un peu lit de vin, c'est pour rappeler les grappes. Donc toujours des symboliques un peu comme ça. Voilà. Alors les projets et réalisations sur le développement durable, évidemment, tout le monde est concerné, en tout cas intellectuellement, et puis après pratiquement, il faut faire quelque chose, parce que au cours de mes nombreux voyages, j'ai quand même constaté une dégradation terrible, alors qui se passe au niveau de l'eau, qui se passe au niveau des forêts, qui se passe... Et puis la concentration urbaine est tellement devenue intense qu'il y a des pollutions, parce qu'on parle de la pollution de l'air, mais il y a la pollution du bruit, il y a la pollution des
les odeurs et tout ça, au fond, on est concerné. Et puis notre responsabilité, c'est quand même d'être actif. Ça, c'est un projet réalisé de 100 000 mètres carrés, 10 hectares. J'ai gagné le concours contre des bureaux australiens, singapouriens, et c'était mon débarquement en Chine. Je ne connaissais pas la Chine. Je me disais, tiens. C'était en 2000, et c'est un complexe industriel avec des laboratoires et toute une symbolique là aussi. Je me suis inspiré, comme je l'ai fait pour Oedipe et la Grèce, je me suis dit, quelle est la particularité de la Chine? Les Chinois croient au Feng Shui. Donc c'est une règle du savoir qui est établie depuis des siècles. Et je suis allé dans un salon de thé au plein centre de Shanghai, et tout à coup j'ai été intéressé par cette grille à droite, et je me disais, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Quelle est la signification? Donc je l'ai dessiné à gauche sur une nappe, comme ça se fait toujours, et puis j'ai essayé de comprendre la règle des nombres, et je me suis rendu compte que ça correspondait au niveau 48. Alors les Chinois, le niveau 8, vous savez, puisque les Jeux Olympiques de Pékin, c'était en 2008, un 8 août. Donc le 8 est une symbolique très importante, et le 48 l'est encore plus. Donc j'ai après compris un peu les raisons de cette symbolique. Ça, c'est toute l'équipe. Nous avons réalisé ça avec 1 millier d'employés. Nous avons eu 1000 personnes en permanence. La seule grue que vous voyez, là, c'était pour la structure métallique, mais on n'a jamais employé de grue autrement. On faisait tout ça à main d'œuvre, comme du temps des pharaons. Donc, ils se mettaient à 15, ils travaillaient jour et nuit, et on a réalisé ça en l'espace de 8 mois. Jour et nuit, samedi et dimanche, pas de vacances, et c'est la Chine qui avance. Alors, je me suis inspiré du Feng Shui, et dans la symbolique chinoise, il y a 5 animaux sacrés. Vous avez le phénix, le tigre blanc, le dragon, la tortue et le serpent. Donc il fallait les mettre quelque part. Où est-ce que je mets la tigre? Alors vous me direz, mais ils sont où les tigres? Alors tout ça c'est symbolique évidemment, mais que eux aient la perception en fait de cet imaginaire. Alors je l'ai compris, en plus le palace illuminé, et là j'ai créé de nouveau un espèce de patio où les gens se sentent protégés. Parce que quand vous rentrez dans un patio, vous avez le sentiment d'être protégé, et ça c'est, en plus avec le bruit de l'eau à droite et à gauche, ça vous procure un bon sentiment. C'est ce que j'appelais dans le thème du plaisir, avant, pendant et après. L'intérieur, en fait la réception, avec une sculpture en marbre qui est en fait la symbolique. J'ai également réalisé là tout. Le paysage, je suis devenu architecte paysager, j'ai dessiné les meubles, et la grande symbolique ici, c'était du verre avec de la fibre de polyester qui ressemblait à la soie. Donc je voulais réincarner un peu la soie, réhabiliter la soie, en évoquant évidemment les voyages de Marco Polo et tout ça. On peut rêver, n'est-ce pas? Donc ils ont rêvé en tout cas. Ça c'est la cafétéria, la première cafétéria que nous avons construite, et qui est une intégration de nouveau avec des bâtiments industriels, de métal, et avec du bois qui ressemble aux portes des temples shintoïstes. Voilà, une vision un peu de l'arrière. Donc, c'est des usines, voilà. Et là, je leur ai mis le dragon. Ce que vous voyez là en rouge, c'est le dragon. Il faut que le dragon soit dans le jardin, autrement ça ne fonctionne pas. Vous voyez un peu mieux, donc ça c'est le paysagisme au tout début quand on a planté, et le dragon qui est encore une fois derrière. Donc c'était une innovation parce que les Chinois sont très sensibles. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, on dit que c'est des prédateurs puisqu'ils utilisent beaucoup de matières premières, mais ils sont très conscients du danger qu'ils encourent. Donc ils veulent conserver, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas se suicider, donc ils veulent absolument... Et dans le développement durable, croyez-moi, vous verrez d'ailleurs mon dernier projet à la fin, ils font fort. Voilà, ça a été inauguré par votre président, notre président, M. Couchepin. C'était le président. Donc,
il est venu, il nous a fait une belle allocution, et il était tout content, lui aussi. Très sympathique d'ailleurs. Hein. Un homme d'État qui voyage pas en deuxième classe, mais presque. En business, il n'a pas de garde du corps, il n'a rien du tout, il est tout seul. C'est quand même appréciable. À la Suisse. J'ai conçu un village antisismique, puisque je suis un des rescapés du tremblement de terre de Orléansville en 1954, qui d'ailleurs m'a apporté en Suisse, grâce au tremblement de terre. Vous voyez, donc les mauvaises choses apportent de bonnes choses. Et donc j'ai construit, je me suis dit, c'est quand même terrible de savoir que ces pauvres gens, parce que ils sont quand même des mois, nous avons vécu 6 mois sous la tente, et dans des conditions d'hygiène que je ne vous décris pas, et ça continue. Donc on n'a pas apporté de solution à ça. Et quand on reconstruit, au lieu de reconstruire avec l'intégrité de l'architecture traditionnelle, on les met dans des espèces de baraques en tôle, et puis c'est du provisoire qui devient du définitif. Moi j'ai vécu mon enfance après le tremblement de terre dans un chalet savoyard, et puis dans une maison préfabriquée américaine. Donc vous imaginez l'intégration que ça donne. Mais c'était l'aide internationale. Alors, reconstruire avec les habitants, c'était important. Donc, j'ai réalisé ce village. Alors, ça s'est passé, ça, avec Jacques César, justement, à l'époque, quand lui, il préparait son exposition Gruyère Atlas. Et tous les deux, à ce moment-là, il m'a lancé un défi. Il m'a dit, reprends les idées que tu avais évoquées à l'époque, puis filme quelque chose. Vous voyez. Alors, on a fait quelque chose. Donc, si pour certains connaissent Aigues-Mortes en France, cette ville fortifiée, c'est le même plan, en fait. Il y a la rue des artisans, les serruriers, les charpentiers, tout cela. Reprendre la vie du Moyen-Âge, qui était une vie corporative et puis qui était quand même extrêmement attractive. Alors voilà le secret. En fait, comment construire antisismique? Tout simplement, on monte une structure métallique et autour de la structure métallique, on pose de la terre. Donc c'est le seul élément. On crée un gabarit et en cas, parce que le problème en cas de séisme, c'est le toit qui s'effondre. Et là, il fallait l'éviter, donc j'ai intégré des éléments métalliques qui sont porteurs, et puis tout le reste c'est fait en terre, avec la terre qu'on prend à côté. Et puis j'ai fait de l'expérience, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc ça c'est le premier prototype de cette maison, vendue à 12 000 € les 64 mètres carrés, tout terminé. Donc pour les gens qui vivent de manière précaire, c'est une alternative. Alors il est évident qu'après il faut trouver les intéressés. Donc je démarche aujourd'hui auprès de nombreuses fondations pour qu'elles nous aident un petit peu à développer ce projet, parce que ça va être un projet pilote. Voilà un petit peu l'intégration, le marché. Donc conserver les traditions. Quand on parle de l'immigration, pourquoi les gens immigrent? Tout simplement parce qu'ils partent de la montagne à la ville ils se trouvent dans des bidonvilles, et après du bidonville, ils essayent de s'intégrer en Europe, et souvent avec difficulté. Ça, c'est quand j'ai été le concepteur de l'exposition à Shanghai des architectes suisses qui construisaient. À l'époque, il y en avait 4. Il y avait Mario Botta, Herzog et Demeron qui faisait en fait le nid d'hirondelle qui était le stade olympique de Pékin, et puis Burkhardt et Partner, et puis moi qui construisais. Mais je suis le concepteur de cette exposition qui a été également inaugurée par M. Couchepin. Là, sur les principes en fait des concepts. Vous voyez un peu le fameux nid, le nid à problème pour les Chinois. Oui. Ils ont eu des malheurs, tous les malheurs du monde, les pauvres architectes. Une fois, ils ont exposé, en fait, les Chinois, ils n'en ont rien laissé faire. Ils savent très bien que les dépassements de budget, ce n'est pas acceptable. Or, vous savez que dans l'architecture, surtout quand on construit pour le public, c'est une chose courante. Les maisons bioclimatiques, alors au Maroc, tout un concept sur 17 hectares. Je voulais démontrer au fond que
une certaine clientèle aisée doit aussi faire des efforts, pas simplement toujours le peuple. Donc, eux, avec une conception bioclimatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le départ, au lieu après de mettre de l'air conditionné et puis du chauffage à outrance, eh bien, vous pouvez solutionner cela tout simplement par des matériaux naturels et puis en construisant comme ils faisaient 200 ans auparavant. Donc il ne faut pas se casser la tête. Hein. Je veux dire, j'ai repris l'architecture marocaine, berbère, et j'ai conçu en fait, la première maison en terre, une maison bioclimatique, avec des petits trucs. Alors c'est des façades tout simplement, parce qu'au Maroc, quand ils construisent, ils mettent des parois, ils construisent, et puis après, ils vont au marché, ils achètent la fenêtre, ils font le trou, et puis ils mettent la fenêtre. Donc je me suis dit, c'est intéressant comme démarche. Alors j'ai fait un peu la même chose, je ne me suis pas préoccupé de l'esthétique, mais par contre, si, de la proportion. Ça, c'est la façade sud. Alors, le fait de faire des décrochements dans la façade sud, c'est aussi pour intégrer l'eau à l'intérieur de la maison, de créer un patio, de poser de la végétation, et c'est par ces petits trucs que vous arrivez, une bonne ventilation, et ce que vous voyez en haut, tout en vert, vous direz dans un pays chaud quand même, mais non, ça c'est le salon d'hiver. Donc comme on ne chauffe pas, c'est un solarium, on prend le solaire passif, et puis on arrive quand même avec une température de moins de 2 degrés, on arrive à 16 degrés, 18 degrés à l'intérieur. Et en plein été, à 46 degrés, ben on arrive à 30 degrés à l'intérieur, sans climatisation. Alors après, il faut faire des efforts, bien sûr, mais le corps humain s'adapte à tout. Il y a bien des Esquimaux, il y a bien des nomades qui vivent dans des conditions terribles. Ben, nous aussi, on va s'adapter. Hein, si on veut aussi avoir une action, une attitude face à ce qui se passe sur la Terre, parce que c'est quand même, je ne veux pas dramatiser, il y a eu assez de films, et très médiatisés par contre. Moi, à mon échelle, j'essaye aussi d'apporter quelque chose. On est là pour